Donc, bonjour à tous et merci Marie. Donc, dans cette présentation, je vous présenterai brièvement quelques chantiers innovants qu'on peut mettre en place dans le cadre de France 2030. Donc, avec deux autres grandes cohortes qui sont la cohorte E3e génération et ELF, on a bénéficié d'un soutien de France 2030. L'idée étant de développer des projets collaboratifs pour moderniser nos infrastructures, ce qui nous permet à l'échelle de Constance de lancer ou approfondir 19 différents projets. Et dans le cadre de cette présentation, on présentera un peu plus en détail donc 4 projets. Un sur l'innovation méthodo, deux sur l'enrichissement de données et enfin un troisième sur la documentation et la gouvernance des données. Concernant l'innovation méthodologique, on va faire un focus sur le partenariat qu'on est en train de mettre en place, enfin qu'on a mis en place avec Quentin Health. D'ailleurs, on a la chance d'avoir au niveau du public le dirigeant de Quentin Health, donc Alexandre, qui potentiellement ajoutera quelques mots ou pourra répondre également à vos questions. L'idée de ce partenariat, c'est de mettre en place des cohortes virtuelles ou des jumeaux numériques. C'est ce que vous entendez comme des essais cliniques in silico. Donc in silico, c'est par analogie à in vitro et in vivo. Ça fait référence au silicium qui est le composant principal des transitoires d'ordinateur. Donc un essai in silico, c'est une simulation qui se fait dans un ordinateur. Pour pouvoir mettre en place des essais in silico de bonne qualité, il faudra au minimum 3 voire 4 paramètres. Donc le premier, c'est d'avoir des données cliniques de vie réelle d'excellente qualité, chose qu'on a dans Constance et qu'on va apporter. La deuxième des choses, c'est d'avoir une certaine connaissance métier pour définir les différents paramètres, de pouvoir mettre en place ces modélisations mathématiques complexes et aussi d'avoir des outils ou des ordinateurs suffisamment puissants pour pouvoir calculer les jumeaux numériques. À quoi va servir? Ça sera notamment pour simuler des trajectoires de patients, de soins. L'idée étant d'optimiser la prise en charge. Donc les essais virtuels ne viennent pas remplacer les essais cliniques actuels, mais plus compléter ou ajouter de l'information, notamment sur soit en permettant un gain de temps, par exemple en testant différents scénarios en amont. L'idée étant d'identifier, par exemple, pour une nouvelle thérapeutique ou une nouvelle procédure, un public cible ou un groupe de patients cibles plus à même de bénéficier de cette thérapeutique et ainsi de faire gagner du temps et de cibler d'emblée les bonnes personnes. Un deuxième apport, ça serait éventuellement d'ajouter des bras témoins virtuels. Par exemple, classiquement, dans un essai clinique, on va tester un nouveau traitement versus un placebo ou un traitement de référence. Pour pas mal de thérapeutiques où il y a déjà beaucoup de protocoles bien établis, il y aurait utilité à ajouter un bras témoin virtuel en ajoutant une thérapeutique supplémentaire ou un groupe supplémentaire qui sera cette fois-ci simulé virtuellement. Un grand apport, ça sera notamment le troisième. Ça permet également de simuler des scénarios complexes qu'on sait, par définition, vont être très peu représentés dans les essais cliniques. Par exemple, les femmes enceintes et les personnes âgées polymésiquées sont par définition quasiment jamais inclus dans les essais cliniques. Et enfin, pour faire un peu pour rebondir sur ce qu'a dit Marie, actuellement, on est en train de génotyper près de la moitié de la cohorte avec des données bien phénotypées dont on dispose déjà, mais ajoutées à toutes les données de génotypage et au comportement. On espère peut-être pouvoir arriver à la personnalisation de la médecine, c'est-à-dire définir des scénarios qui vont être plus à même de bénéficier à un groupe en fonction de certaines caractéristiques à la fois génotypiques et phénotypiques. Donc nous, notre cœur de métier étant épidémiologiste, donc la simulation mathématique n'est pas notre cœur de métier, expertise que Quanten nous apporte. Donc Quanten est une start-up qui est pionnière en intelligence artificielle, qui est présente depuis plus de 16 ans avec plusieurs partenariats stratégiques sur plusieurs centaines de projets, notamment un projet avec Unicancer récemment pour simuler des patients en vie réelle, pour optimiser la prise en charge des cancers du poumon. Et Quanten Health a actuellement mis au point un simulateur qui est testé avec un dépôt de brevet en cours. Donc le simulateur pour
essayer d'avoir une overview. Il fonctionnera en 3 étapes. Une première, c'est une modélisation complexe de la progression de la patho, en prenant en compte, par exemple, les complications, le décès ou différents autres paramètres. Le deuxième, c'est de modéliser de manière approfondie le parcours de soins. Et enfin, une étape intégrative qui va lier à la fois les parcours de soins et les parcours de progression. L'idée étant d'identifier quels sont les parcours de traitement optimaux pour une progression optimale. Donc, typiquement, c'est ce qu'on appelle un jument numérique dans ce cas. Actuellement, donc, comme tout projet qui fait appel au privé, on a bénéficié de l'accompagnement d'Inserm Transfert. On a signé un contrat cadre grâce à Inserm Transfert avec Quanten. Actuellement, les protocoles ASM et BPCO ont été déposés, évalués par le Conseil scientifique international de Constance et approuvés. Et Quanten a obtenu les autorisations légales nécessaires, notamment les MR04. Une contractualisation entre Quanten et le CASD a été établie et la première livraison de données extraction sera faite cette semaine. Donc l'objectif principal via ce partenariat de France 2030, c'est de faire un proof of concept, notamment sur les troubles ventilatoires, l'asthme et la BPCO. On a pris en compte l'asthme et la BPCO comme première patho cible, étant donné qu'on dispose de 20 000 participants bien phénotypés pour cette pathologie, qu'actuellement beaucoup de traitements sont disponibles sur le terrain. Néanmoins, l'efficacité n'est pas encore optimale. On a une large variabilité de réponse, de profil de progression, mais aussi d'observance. Et Quinten a déjà une expérience significative dans la mise en place de cohortes virtuelles sur notamment l'asthme et d'autres troubles ventilatoires. Au niveau de Constance, on a la chance de pouvoir compter sur l'aide du professeur Nicolas Roche et de Rachel Nadif, qui sont respectueusement un PUPH en pneumologie et une chercheuse en santé respiratoire bien établie dans le domaine. Donc actuellement, la perspective, c'est qu'on espère qu'avec ces simulations, on pourra améliorer les prises en charge de l'asthme et de la BPCO en identifiant des parcours de soins plus adaptés en fonction des profils. Et la perspective, c'est de ne pas s'arrêter aux troubles ventilatoires, mais de s'étendre à d'autres pathologies pour lesquelles on aura un nombre de cas suffisant. Donc la deuxième, on en a fini avec l'innovation, ça sera le premier chantier de l'enrichissement. Comme l'a présenté Marie, l'enrichissement perpétuel est une mission de Constance. Pour rebondir sur, on a déjà mis en place des diagnostics pour identifier des pathologies via les consommations de l'assurance maladie. Et on dispose également de beaucoup de données de questionnaires. Néanmoins, la fiabilité de ces données, comme chaque donnée, n'est pas toujours optimale. Et on manque également de certaines informations cruciales, comme par exemple les stades de sévérité des cancers, qui vont être extrêmement pertinents pour un grand nombre de projets de recherche actuels. Donc l'objectif, c'est d'enrichir encore la base par un accès direct à des dossiers médicaux. L'idée étant d'ajouter de l'information présente dans les dossiers médicaux non accessibles par le SNDS et les questionnaires actuels. Pour ce faire, on a 2 stratégies majeures. La première, c'est étant de tenter un appariement avec les entrepôts de données de santé. Donc les entrepôts de données de santé, c'est d'immenses entrepôts qui se spécialisent justement en structurant des données issues des comptes rendus médicaux. On est actuellement en discussion avec l'entrepôt Hugo pour apparier les données de Constance. Donc Hugo intègre les données de ce qu'on appelle le West Data Hub, donc qui englobe des données structurées issues des comptes rendus médicaux des CHU de Nantes, de Rennes, de Angers, etc. Donc actuellement, pour cet appariement, on est encore uniquement en discussion. Dans le cadre de France 2030, on va notamment pouvoir faire un test ou un proof of concept pour une start-up qui s'appelle l'IFEN. Donc l'IFEN, c'est également une start-up d'intelligence artificielle fondée en 2015, depuis presque 10 ans, qui est très reconnue dans le domaine, notamment elle est lauréate de la première édition de la French Tech 2030. Elle a également toutes les autorisations nécessaires, notamment une homologation hébergeur de données de santé. Donc l'IFEN a développé un outil d'intelligence artificielle qui permet de lire automatiquement les comptes rendus médicaux manuscrits et à partir de ces comptes rendus médicaux, d'extraire des données structurées dans une base de données. Pour faire l'analogie, c'est plus ou moins la même chose que si on fait appel à une lecture humaine.
Donc des personnes qui vont lire les comptes rendus médicaux, comprendre et noter l'information structurée dans des bases de données, ce qui se fait par exemple généralement dans les essais cliniques en utilisant des attachés de recherche clinique. Donc l'IFEN a déjà mis en point un partenariat avec Gustave Roussy qui a montré que cet outil de lecture et de structuration virtuelle est aussi efficace qu'une lecture et une structuration humaine. Donc pour nous, c'est potentiellement l'accès à des données structurées en temps réel provenant de 800 établissements de santé. On a bien testé via les numéros d'établissements de santé qu'on a bien ces 800 qui représentent environ 40% des séjours hospitaliers qu'on top via le SNDS dans Constance, sachant que le nombre d'établissements couverts par l'IFEN est en constante augmentation. Donc via ce partenariat, on espère avoir cette source d'enrichissement perpétuel et en temps réel. Actuellement, une discussion de faisabilité assez poussée et on est plus sur des démarches CNIL pour avoir les autorisations réglementaires. L'avant-dernier chantier, toujours en termes d'enrichissement, c'est l'idée étant d'ajouter des données cliniques sur les mesures des mouvements oculomoteurs. Donc là aussi, on teste un partenariat avec une start-up qui s'appelle Neuroclus. Au niveau de Constance, notre expert en la matière est Alexis Albas, qui est également directeur adjoint de la cohorte E3N, avec lequel ce projet se fait de manière mutuelle, et aussi la cohorte ELF. Donc pourquoi les mouvements oculomoteurs nous intéressent? C'est que c'est des biomarqueurs de pathologies visuelles et neurologiques, notamment de certaines maladies neurodégénératives. Les équipements actuels présents sur le marché font appel soit à des technologies obsolètes, soit à des technologies très spécialisées permettant un nombre très limité de paramètres. Donc c'est là où rentre en jeu la technologie Neuroclus qui a été développée par des anciens de l'Institut du cerveau et de la moelle. Donc c'est un appareil compact qui ressemble à un casque de réalité virtuelle. Ce casque, en 10 minutes, peut, peut automatiquement extraire une myriade de paramètres très riches, notamment des saccades, des latences, des amplitudes, des profils de vitesse, etc. Donc actuellement, cet appareil est en cours de validation et de marquage CE. Et grâce à France 2030, on va essayer la faisabilité de déployer cet appareil dans les centres d'examen de santé de Paris et Lille avant de les étendre aux autres centres. Et actuellement, le protocole est en relecture pour une demande de promotion INSERM. Pour finir, sur le dernier chantier, France 2030, on parlera un peu de gouvernance des données et de structuration de la documentation. Donc, Marie vous l'a un peu montré, on a d'importants flux de données qu'on reçoit au sein de l'entrepôt des données de Constance. Donc, c'est des flux qui proviennent soit des centres d'examen de santé, des données de questionnaires, de plusieurs sources ad hoc. Donc, ces flux en flèche pleine seront soit réguliers tout au long de l'année, soit on aura des flux ad hoc en pointillés, comme par exemple des recueils complémentaires qu'on fera une fois de temps en temps. Et on a également des flux en trait discontinu qu'on aura une fois par an, notamment les données médico-administratives, donc les données de la CNAV et du SNDS. Tous ces flux de données sont hébergés au sein de notre entrepôt. Il y aura des procédures de nettoyage pour passer dans un autre entrepôt qu'on appelle un cube test. Et à partir de là, les volontaires extractibles seront dans le cube prod. Donc, c'est les données du cube prod qui sont mises à disposition des chercheurs. Pour tout ce qui est données du SNDS, on les héberge au sein du centre d'accès sécurisé des données. On a des flux complémentaires spécifiques, notamment pour tout ce qui est données environnementales, pour les géocodes qui répondent à des normes de sécurité encore plus élevées, et un certain nombre d'autres flux. Et enfin, on a les données en clair au niveau du tiers de confiance. Donc, pour un partage optimal, donc ce processus au sein de Constance, on le maîtrise via une gouvernance des données. On est sur une gouvernance classique, donc on commence par arrêter nos objectifs, qui sont classiquement des objectifs liés à la qualité, à la sécurité, à la réglementation, mais aussi au partage et à l'accessibilité, donc les principes FAIR. À partir de là, on définit des moyens. Donc là aussi, on prend les principes de base d'une gouvernance des données, c'est-à-dire on définit un processus. Par exemple, un des processus, c'est
recueillir et intégrer des données issues des centres d'examen de santé, comme par exemple la pression artérielle ou le diabète. Donc ça, ou la glycémie, c'est un processus. On définira des paramètres qui vont nous permettre de maîtriser le processus, comme par exemple euh, quelle sera, euh, quelle sera la valeur pour un seuil de contrôle qualité. Par exemple, quel est le taux de données manquantes acceptable. Pour tout ce qui vient des centres, on n'accepte aucune donnée manquante d'emblée, donc on prend un seuil de 0 données manquantes par exemple. Pour les normes, c'est sur quelles normes on s'établit pour faire ce recueil. Par exemple, il y a pas mal de normes ISO pour mesurer une glycémie ou une pression artérielle. Donc, on les cite et nous, on utilise ce qu'on appelle des procédures opératoires standardisées. Donc, on liste bien la norme, le numéro de la norme. Et enfin, on définit des règles grâce à ce qui est mis en place dans les paramètres et dans les normes. Par exemple, quelle est une pression artérielle acceptable? C'est à partir de quels paramètres on juge que la valeur n'est pas acceptable et on va suivre quelle procédure opératoire standardisée. Par exemple, grâce à ce poste, on sait que les règles pour prendre une pression artérielle, c'est un repos de quelques minutes, une prise au bras gauche, une minute de repos, une deuxième prise au bras droit, et le bras qui a la pression la plus élevée aura une troisième prise. Donc tout ça est défini par nos règles. Et on définit également les fonctions des différentes personnes qui sont incluses dans le processus, notamment les infirmières des centres, les data managers qui font l'intégration et les contrôles de qualité. Et donc cette gouvernance est souvent auditée pour s'assurer que les objectifs et les moyens mis en œuvre sont cohérents. Donc les flux importants et les données importantes que l'on reçoit, on a un vrai challenge en termes d'accessibilité. Donc, Marie a présenté par exemple un certain nombre de ressources documentaires au niveau du site, comme les procédures opératoires standardisées qui sont au niveau du site, et aussi toutes les données de l'application Stethoscopa. On a plusieurs aussi catalogues, et cela représente plus de 6000 variables. Et on s'est rendu compte que cette documentation existe, mais le fait qu'elle ne soit pas normée, elle n'est malheureusement pas forcément accessible de manière optimale aux chercheurs. Donc on a tout intérêt à, pour une variable donnée, pouvoir standardiser l'ensemble des informations disponibles, que ce soit au niveau du catalogue, au niveau des différentes applications et au niveau des procédures opératoires standardisées, par exemple. Donc là, c'est un besoin qu'on a défini avant France 2030. Et pour ce faire, on a choisi d'opter sur une norme de la Data Documentation Initiative qui est flexible, extensible et cohérente avec nos données multisources, qui est largement adoptée par la communauté. Vous pouvez aller sur le portail de DDI Alliance pour vous rendre compte, comme par exemple l'INSEE, mais des dizaines d'institutions sont déjà sous la norme DDI. Donc l'idée étant de faciliter la collaboration. Un aspect important de la DDI, c'est qu'elle rend sous format XML, qui est un format périn, reprenable par plusieurs outils, donc qui est stable à long terme, étant donné que pour Constance, on a eu une autorisation d'au moins 30 ans au lancement et on espère que Constance durera beaucoup plus. Donc actuellement, l'état des lieux, on a mis en place une collaboration avec Making Sense, qui est une entreprise fondée par des anciens de l'INSEE qui ont mis en place la Data Documentation Initiative, notamment au niveau de l'INSEE. On a aussi une collaboration avec l'INSEE et Closer. Donc Closer est géré par UCL en Angleterre et ils sont en train de mettre en place la Data Documentation Initiative pour 19 différentes études, incluant par exemple la cohorte Whitehall. Donc, actuellement, le chantier a été lancé il y a un an, en mars 2003, initialement prévu uniquement sur les données de questionnaires, donc qui sont actuellement documentées et normées à 65%. Actuellement, grâce à France 2030, on peut élargir sur l'ensemble des sources et aussi avoir des procédures interopérables avec E3N, ELF et France Cohort. Et cette initiative a fait l'objet d'une communication orale à la European DDI Conference. Je vous remercie. Oui, bonjour, je suis là. Merci Sofiane. Jean-Philippe Ampana de
portant surtout sur la partie IA. Tu as parlé de l'appariement avec les entrepôts de données. Je me demandais si vous aviez aussi testé les appariements avec d'autres entrepôts, dont celui de la PHP. Alors, je ne sais pas combien de patients constants ça représente, mais voilà. Et la deuxième question, c'était sur le partenariat avec l'entreprise d'IA, sur les jumeaux numériques. Je vois bien l'utilisation des données du SNDS pour établir des profils de consommation de soins, genre de choses, avec des techniques d'IA. Après, pour la question ma question, c'était est-ce que vous allez aussi, à partir des données de constance, simuler des réponses au traitement en fonction des profils de consommation de soins identifiés? Est-ce que c'est ça l'idée ou, voilà. Donc pour la première question qui portait sur les appariements, donc pour Hugo, ça représente 30 000 participants constance. Effectivement, pour la PHP, ça représenterait autant. On a 30 000 volontaires constance qui sont apparus. On n'a pas encore testé, mais on voudrait bien. Oui, on va le faire sur Paris, on espère, mais pour le moment, celui qui est quand même le plus, dont les données sont les mieux rangées, les plus accessibles, ça reste encore Hugo. Donc, bien évidemment, la PHP, on aimerait bien, on est ouvert à tout, mais on va déjà essayer de voir si c'est possible, d'avoir les accords de la CNIL. Est-ce qu'il faut de nouveau revenir auprès des volontaires pour un consentement? Voilà, donc il y a tout un travail à faire autour de la faisabilité, à la fois technique et opérationnelle. Et pour la deuxième question. Et pour la deuxième question, c'est exactement l'objectif, c'est de justement pouvoir simuler ce parcours de soins. Donc là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et peut-être Alexandre Templier voudrait peut-être ajouter quelques mots ou intervenir. Merci beaucoup. Merci Sofiane. Non, c'était extrêmement clair la présentation que tu as faite, donc merci encore. Effectivement, il s'agit aussi de modéliser les résultats des traitements en cours, en plus de l'hétérogénéité et de la progression, comme l'a dit Sofiane, pour mieux comprendre là où les traitements actuels fonctionnent, mais aussi anticiper là où les traitements futurs pourraient fonctionner. C'est vraiment ça l'enjeu de ce projet de modélisation et de simulation. Je vais essayer de parler dans le micro. En général, j'y arrive pas très bien. Sur les jumeaux numériques, vous avez évoqué l'aspect traitement. Est-ce que vous avez aussi en prévision tout ce qui est INM, intervention non médicamenteuse, notamment les habitudes de vie? On voit que sur pas mal de pathologies, cardiaques, cancer, on a beaucoup d'habitudes de vie qui sont des risques modifiables. Et toutes ces données d'habitudes de vie sont dans la cohorte. Donc ça serait aussi intéressant, justement, en termes de prévention parce que savoir que l'activité physique, c'est bien, c'est une chose, mais avoir la preuve que ça peut être bon pour moi et comment peut être intéressant en termes de levier, plutôt que manger 5 fruits et légumes ou... enfin, voilà. Effectivement, c'est une très bonne question. Une simulation, c'est finalement faire changer un paramètre. Donc là, on peut faire changer le traitement, mais on peut aussi faire changer comme paramètre, effectivement, une intervention non médicamenteuse, mais aussi un comportement. D'ailleurs, là, c'est sur la plaquette. C'est ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut tout à fait tester de nouvelles politiques de prévention. C'est exactement ça, c'est anticiper ce que fera le changement d'un paramètre sur une progression de pathologie, quel qu'il soit. Sofiane ? Non. Il y a Nicolas qui demande par Internet si les modèles développés par Quinten seront diffusés publiquement, par exemple dans un entrepôt de code ou sur le site. C'est pas de l'open source, je laisserai peut-être Alexandre réagir, mais c'est un simulateur en cours de brevet, donc généralement les brevets, je pars du principe que c'est pas pour être partagé en open source. Oui, des publications seront réalisées, les modèles intégrés resteront dans le domaine privé et progressivement, c'est l'objectif, hein, c'est d'avoir des modèles qui s'imposent progressivement comme des références par pathologie. Parce que aujourd'hui, cette capacité technique qui existe depuis plusieurs années de faire cette projection et finalement d'aller au-delà des limites des essais cliniques qui sont, on le sait, limités dans le temps, limités en diversité, limités en comparateur. On a au mieux un comparateur actif ou un placebo. Ça bloque l'innovation thérapeutique. Donc, s'appuyer sur des modèles, ça permet justement de dépasser ces limites. Il y a peu de chances qu'il y ait autant de modèles que de fabricants de traitements ou de dispositifs pour une maladie donnée. Donc, on peut imaginer qu'à l'avenir, il y aura des modèles de référence par pathologie et on veut contribuer à cette évolution.
Donc on passe la parole pour la suite à Gabriel Steg.